Bonsoir, bienvenue. Robert Louis Stevenson disait « Wine is bottled poetry ». Le vin, c'est de la poésie en bouteille. Mais qu'est-ce qui lui évoquait une telle prose, déjà à l'époque? La passion. Je peux parler aussi de ça un petit peu, parce que c'est aussi ma passion. Depuis mes 18 ans, j'ai fait mon premier stage de vinification et de vendange, et à défaut d'être tombée dans une cuve, cette passion m'est tombée dessus. Et depuis, je ne m'arrête pas. Alors vous me direz, mais pourquoi tant de passion pour une boisson? Eh bien, c'est un domaine vraiment illimité. Et donc, si comme moi, vous avez peur de la routine, vous ne voulez jamais vous lasser, vous voulez toujours apprendre, et en acceptant de parfois pas tout comprendre, le vin, c'est juste le plus beau bonheur à explorer. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'idée, c'est de regarder pourquoi le vin donne autant d'émotions et a autant de passionnés différents, des sommeliers, collectionneurs, passionnés des consommateurs, comme vous et moi, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que le vigneron fait pour avoir toute cette diversité dans les vins? À la dernière vente aux enchères de Baguera à Genève, une bouteille du maître du Pinot Noir, Henri Jaillère, un Richebourg, de l'année 1986, c'est son millésime quand il a été vendangé, est partie pour plus de 50 000 francs. C'est une somme énorme. Comment on peut avoir un tel montant sur une bouteille de vin? Et c'est juste impressionnant. C'est quand même supposé être du jus de fruits qui a fermenté, non? Donc, comment ça peut prendre autant de valeur? Mais il y a plein de choses qui lui donnent cette valeur, des facteurs tangibles et d'autres qui sont un peu intangibles. Regardons de plus près ce que contient une bouteille de vin. Déjà, dans une bouteille de vin, il faut beaucoup de raisins, finalement, pour avoir ce jus. Il en faut entre 300 et 900. Ça dépend de la taille de la grappe, du rendement de la parcelle. Et prenons un exemple, les liquoreux, les grands crus classés de Sauternes, par exemple. Un vigneron qui veut faire ces très grands vins, très concentrés, avec cette texture presque sirupeuse, des fois, ces vendangeurs doivent passer 7 fois dans le même rang de vigne pour pouvoir prendre les baies à une maturité optimale, avec juste le niveau de ce qu'on appelle la pourriture noble, qui lui donne tous ces arômes extraordinaires. Donc, un travail très précis et qui demande beaucoup de rigueur. Mais autrement, une fois qu'on a toutes ces baies, finalement, dans le vin, on a de l'eau à plus de 80% et de l'alcool pour entre 8 à 15%. Après, on a un petit peu d'autres choses, les tanins qui donnent cette sensation un peu séchante sur les vins rouges, des sels minéraux, des acides. Mais alors, d'où vient toute cette excitation de la part typiquement des amateurs de vin ou des sommeliers qui vont vous dire « Oh, il y a des arômes de fruits rouges et bien sûr, ça a beaucoup plus la cerise, celui-ci. » Il se passe quand même des choses. Pendant toute l'élaboration du vin, selon son cépage, selon comment il est fait, on va avoir des réactions entre les acides, les alcools, plein de choses très complexes qui vont se passer, qui donnent tous ces subtils arômes, ce qu'on appelle une partie entre autres les esters, et qui vont nous donner tous ces différents éléments. Regardons alors comment on a toute cette diversité qui vient vraiment déjà dans le vin en termes d'élaboration. Commençons par la base, le sol, le lieu. On a un concept qui s'appelle le terroir. Ça vous parle? Le terroir, c'est un peu une boîte magique dans le vin. Souvent, on vous dit, on pose une question et on est stressé. On dit, mais pourquoi ce vin est comme ça? On nous dit, ah, mais c'est le terroir. Alors, il n'y a pas de définition officielle, c'est vrai. Mais il y a quand même quelques composantes dont on peut tenir compte. Le sol, l'environnement, la météo, enfin, tout ce qui est climat, la météo, et un facteur très important qui finalement est presque aussi imprévisible que la météo pendant l'année, c'est le facteur humain. Puisque c'est l'homme qui, selon sa philosophie et sa volonté, va donner plein de petites impulsions sur les choix qu'il prend pour faire un vin. Mais commençons avec le lieu. Depuis déjà le 7e siècle, on ne nous a pas attendu, les moines de Cîteaux, en Bourgogne, et les ducs de Bourgogne ont déterminé ce qu'on appelle des climats. C'est des lieux-dits qu'ils trouvaient qui étaient déjà exceptionnels pour faire des grands crus. Et donc, sur ces différents climats, ils ont vraiment pu faire une catégorisation de premier, cru, grand cru, et ainsi de suite. Et donc, il y avait toujours des dénominateurs communs sur ces différents crus, sur ces lieux-dits, ces climats. Et on les retrouve dans toutes les régions du monde. Ici, vous avez les coteaux escarpés magnifiques du Valais, qui sont aussi un terroir, c'est aussi un terroir extraordinaire. On prend en compte typiquement la pente et le type de sol qu'on a, et ce qu'on appelle la capacité de drainage. Sur des zones sèches comme le Valais, c'est important d'avoir quand même certains sols qui retiennent l'eau, comme l'argile, qui fait l'éponge, pour pouvoir tenir les étés un peu chauds, bien ensoleillés du Valais. Au contraire, sur les zones très humides, c'est bien d'avoir des sols qui sont bien drainants, qui enlèvent toute l'eau.
Et puis, tous les autres facteurs qui viennent comme l'altitude. À chaque fois qu'on monte de 100 mètres, on perd 0,6 degrés. Donc, en Valais où il fait chaud, on garde de la fraîcheur, on garde l'acidité et les raisins mûrissent plus lentement. Donc, on n'a pas quelque chose de confituré, plus agréable aussi pour le vin. Les barrières naturelles, une forêt va protéger du vent, ou une pente va pouvoir empêcher le gel de s'accrocher et de risquer de mettre en péril toute la vendange. Et la proximité aussi d'un cours d'eau qui peut un peu réguler les températures s'il fait trop chaud. On a aussi tout ce qui est facteur donc humain. Et le facteur humain, c'est important parce que c'est l'homme, généralement une équipe, qui prennent des décisions sur comment ils veulent cultiver la vigne, comment ils veulent faire le vin et comment ils veulent faire son élevage, comment il va vieillir ce vin. Il faut donc avoir une vision. C'est vraiment un travail d'équipe où plusieurs personnes sont à la vigne, à la cave, et ensemble, on échange même entre vignerons pour pouvoir justement déterminer qu'est-ce qui va être le mieux, quel cépage planter sur tel sol, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment énormément de facteurs. Aujourd'hui, on ne peut pas aller dans chacun qui sont un peu infinis aussi. Prenons le mode de culture à la vigne. Comment on gère cette vigne? Quelle est notre philosophie par rapport à l'environnement? On a la culture raisonnée. Certains vignerons veulent pouvoir pallier contre les maladies ou des attaques, les aléas climatiques, et donc ils peuvent utiliser certains produits. D'autres sont un peu plus contre. Eux ne veulent pas d'herbicides, ne veulent pas de pesticides, et donc ils adhèrent à une culture plutôt biologique. Donc il n'y a pas de juste ou faux, c'est chacun qui décide selon sa philosophie et sa volonté. Et ensuite, il y a une autre culture qui a un petit peu le vent en poupe en ce moment, c'est la biodynamie, que certains disent que c'est un peu plus ésotérique, mais en fait, c'est l'idée d'avoir une vision plus holistique, de ne pas prendre seulement la vigne, de prendre tout l'écosystème global, que ce soit équilibré, planter des fruitiers, suivre les cycles de la lune, pour que les flux de sève de la vigne, qui sont composés entre autres, on a vu que dans le raisin et dans la bouteille de vin, il y a beaucoup d'eau, donc si l'eau avec les marées, elle peut bouger comme ça grâce à la force de la lune, pourquoi ça n'influerait pas non plus notre raisin? Donc, c'est vraiment une vision un petit peu qui prend le temps. Et donc là, le vigneron peut encore apprendre, découvrir de nouveau des nouvelles choses, et les consommateurs aussi. Ils veulent de la transparence, ils veulent savoir comment ce qu'ils ont dans leur verre est arrivé là, comment ça a été fait, et c'est normal. Chacun a le droit d'apprendre, tout le monde doit avoir du plaisir avec un verre de vin, et qu'importe son niveau, on doit pouvoir passer un bon moment. Donc, le mode de culture a aussi un impact. Mais revenons une fois que donc on a vendangé nos raisins, qu'importe la culture, on a besoin d'alliés. C'est nos amis les levures. Elles sont très importantes parce que c'est elles qui vont transformer le jus de raisin, le sucre qu'il y a dans ce jus de raisin, en alcool. Entre autres, elles vont faire plein de choses. Elles vont pas faire que de l'alcool. Elles vont faire, en mangeant le sucre, elles vont le transformer en chaleur, en dioxyde de carbone, gaz carbonique, comme les petites bulles dans votre eau gazeuse qui montent. On va aussi avoir bien sûr l'alcool qui est très important. Sinon, c'est quand même moins drôle le vin. Et aussi tous ces justement petits arômes qui se développent entre ces différentes réactions un peu plus complexes. C'est là où on retrouve de nouveau nos arômes de fruits, pêche, fraises et autres. Et là, on peut aussi toucher à d'autres types d'amateurs, les sommeliers. Les sommeliers, ils sont fantastiques. Parce que c'est bien d'être un vigneron et de faire du vin et d'essayer de le faire au mieux. S'il n'y a personne qui vous le vend derrière, c'est un peu compliqué. Et les sommeliers, ils ne produisent pas du vin. Par contre, ils aiment le vin, ils aiment en parler, ils aiment trouver les arômes, à voir avec quel cépage ça va. Et surtout, ils subliment le vin puisqu'ils le mettent en accord avec des plats et ils font une osmose. On a encore une meilleure expérience avec le vin. Donc, c'est encore un autre niveau de passionné. Vous allez voir, on est beaucoup à aimer le vin et je pense qu'on a raison. Mais revenons à notre fermentation. On a deux types de façons de la faire avec ces levures. Les levures indigènes, celles qui sont naturellement présentes sur la peau du raisin. Et c'est un peu risqué avec ces levures. Il y a des méchantes levures, comme Brettanomyces, qui peut apporter des arômes de cuir, un peu de cheval, d'écurie, et des levures qui sont excellentes, qui font plein d'arômes. Alors, c'est plus risqué. On a moins de façons de la contrôler. Elles font un peu ce qu'elles veulent, ces levures, mais on a beaucoup plus de diversité et on a beaucoup plus de complexité aromatique. Donc, le vigneron qui ose, c'est un peu stressant, certes, mais le résultat, souvent la surprise, le met de bonne humeur. Et même si on a ces petits arômes un petit peu cuirés, beaucoup de clients, beaucoup de consommateurs les adorent. Il y a pas mal de Bordeaux, de Côtes-du-Rhône qui ont ces petites notes un peu de cuir. Et dans une petite proportion, c'est très agréable. Donc, ça rend le vin plus complexe. De nouveau, chacun a le droit d'aimer le vin comme il veut et c'est très subjectif. Donc, il faut s'adapter aussi. On peut aussi utiliser ces levures sélectionnées. On les rajoute
elles sont isolées pour faire tel ou tel arôme, elles vont fermenter à telle température pendant une certaine durée. Donc c'est un peu plus rassurant. Il n'y a pas de juste ou faux de nouveau. C'est vraiment une façon pour le vigneron sur une levure sélectionnée, il a des arômes garantis, c'est très pur, c'est un beau fruit. Donc il n'y a vraiment pas de choses mauvaises. Et le vin, c'est très vivant. Donc il y a encore plein d'autres choses qui se passent. On revient cette fois avec, ce ne sont pas nos levures, mais ce sont les bactéries lactiques. Elles sont aussi naturellement présentes dans le vin. Et elles peuvent manger l'acide malique, c'est l'acide que vous avez dans la pomme verte, qui est très acerbe, très ciselé, et le transformer en acide lactique, l'acide que vous avez dans le yogourt, ce qu'on appelle la fermentation malolactique. Ça va vous donner à votre vin des arômes de beurre, un côté plus rond, plus de texture, plus crémeux, aussi des notes de popcorn. De nouveau, pas de juste ou faux. Vous pouvez le faire et avoir encore une dimension de complexité en plus, ou ne pas le faire et garder un fruité très pur. Franchement, vous pouvez pas me dire qu'on peut s'ennuyer en faisant du vin, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et puis, les tanins. Les tanins, c'est aussi quelque chose avec lequel on peut jouer. Donc les tanins, c'est un petit peu comme votre sachet de thé. Je suis sûre que dans la salle, il y a 2 catégories de buveurs de thé. Il y a ceux qui font très attention, ils lisent le paquet, il faut mettre à telle température, laisser que 2-3 minutes, ne surtout pas toucher, pour faire une petite infusion légère et avoir toute l'expression du thé. D'autres, au contraire, ils aiment les choses corsées. Alors, ils mettent de l'eau super chaude, 100 degrés, on s'en fiche, ils mélangent avec leur cuillère, ils le laissent un quart d'heure, et puis après, ils sont contents, ils ont un thé bien corsé, bien riche. C'est exactement la même chose avec les tanins. La température impacte, les mouvements qu'on fait impactent, parce que les tanins, on va les sortir de la peau du raisin, exactement avec un procédé d'extraction complètement identique à celui de votre sachet de thé. Donc, de nouveau, beaucoup de choses à faire. Et finalement, c'est assez simple, c'est la même chose que vous faites avec votre sachet de thé. Vraiment, ayez du plaisir avec le vin, parce que c'est pas compliqué. C'est pas le but, en tout cas. Ensuite, il y a encore une étape. Il y a ce qu'on appelle l'élevage. Donc, vous avez peut-être déjà vu ces chais où il y a des barriques à l'intérieur. On a des barriques de 225 litres, de 500. Donc, plus la barrique est petite, plus ça va donner des arômes forts au vin. Et puis, on peut laisser un vin pendant quelques mois ou pendant plus d'une année. L'origine du bois a un impact aussi. On a typiquement le bois américain qu'on utilise pour les grands vins de la Rioja qui donne des notes vraiment de noix de coco. Alors que le chêne français donne des notes beaucoup plus vanillées. De nouveau, encore un monde illimité, et ça c'est celui d'autres passionnés, c'est les tonneliers. Les tonneliers, c'est des artisans. Ils ont même une certification qui est meilleur ouvrier de France, comme pour les sommeliers, mais pour les tonneliers, c'est des artistes du bois. Pour faire leur barrique, leur donner cette forme, ils sont obligés de faire un feu à l'intérieur, pour pas que ça se casse. Et quand ils font un feu, ils peuvent faire un petit feu, un grand feu, et un feu pendant quelques minutes ou pendant plus d'une heure. Et plus ils vont brûler le bois, plus on va avoir des arômes torréfiés et fumés qui pourront ensuite aller dans notre vin. Alors qu'au contraire, s'ils font tout petit feu, on va juste avoir la vanilline qui se développe sur les parois du bois, qui est la composante principale qui donne ces notes vraiment, vraiment de vanille. Donc, de nouveau, on reste sur des choses simples, mais il y a une infinie de possibilités. Et tout ça impacte le vin. Donc, l'acidité, l'alcool, si on vendange plus tard, on va avoir plus d'alcool, car plus de sucre que les levures pourront manger. Au contraire, plus tôt, on a plus d'acidité, plus de fraîcheur. Aussi, si on est dans un climat plus froid, on aura plus de peine à faire mûrir les raisins. Donc, on aura aussi plus d'acidité et de fraîcheur. On peut arrêter la fermentation pour garder un peu de sucre, pour que ce soit plus plaisant pour certains de nos clients. On a aussi les tanins. On a vu comment on pouvait les extraire pour en avoir plus ou moins. Et différents composés aromatiques. Selon vraiment l'objectif du vigneron, ce qu'il veut faire pour que le vin final vous plaise. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des assemblages de barriques, de cépages, mais l'idée, c'est vraiment un petit peu comme un chef, c'est que, qu'importe tous ces composés, c'est d'avoir ce qu'on appelle un équilibre. Il faut que ce soit sphérique. Il ne faut pas qu'il y ait de l'alcool qu'il y ait trop d'alcool que ça vous brûle en bouche. Il faut que c'est comme un peu des égaliseurs, ces différents composés. Donc, s'il y a un peu de sucre, c'est bien d'avoir un petit peu d'acidité. Comme ça rafraîchit et c'est pas lourd, c'est pas trop sucré en bouche. Et ainsi de suite. Donc, on peut vraiment, vraiment s'amuser de manière illimitée et beaucoup jouer. Si on prend ce qu'on peut dire un peu les grands vins. Les grands vins, ils essayent de se démarquer. C'est effectivement ces vins qui sont des fois un peu plus chers. Mais souvent, ça peut se justifier. Il y a un phénomène de rareté. Donc, on peut prendre la Romanée Conti. C'est 3500 à 5000 bouteilles produites sur le cru de la Romanée Conti par année. Donc, c'est très peu. Donc, ça peut justifier que son prix monte.
Il a une histoire, ce domaine. C'est un des crus, typiquement un des crus que les moines de Cîteaux avaient mis en avant en termes de qualité. Donc depuis le 7e siècle. Et c'est des vins qui ont une réputation. Je suis sûre que vous avez déjà, même si vous buvez pas de vin, avez déjà un peu entendu parler de la Romanée-Conti. Et leur distribution est très exclusive. Il faut avoir une allocation, c'est très difficile. On ne peut pas aller au domaine comme ça. Et d'ailleurs, le propriétaire veut justement que vous ayez du plaisir. Le but, c'est pas que ce soit cher. Donc, du coup, tout court, tous les producteurs qui font ces grands vins ne cherchent pas à vous donner vraiment juste une bouteille de vin. Ils veulent que vous ayez une expérience globale, que vous passez un bon moment, que vous veniez au domaine, que vous puissiez goûter les fruits des vergers qui poussent autour, et ainsi de suite. C'est vraiment, on veut de l'échange. C'est pas du tout qu'une question de faire juste un liquide, juste de l'eau et de l'alcool. Sinon, vous mélangeriez de l'eau du robinet et de la vodka, si ça faisait le même effet, on serait pas là aujourd'hui. Donc ça, c'était pour tous les facteurs un peu plus tangibles qu'on peut mesurer. Mais il y a l'intangible. Sérieusement, comment est-ce que vous voulez mettre un prix sur une bouteille de vin quand vous vous retrouvez sur ces pentes extraordinaires à Cansheim dans la Moselle, avec une vigneronne qui est extraordinaire, qui vous parle de sa passion, qui vous explique comment elle a fait son vin, que vous voyez ce lieu qui vous émerveille, ça vous prend aux tripes, c'est tellement beau. Alors, si vous pouvez ramener quelques bouteilles pour vous souvenir de ce bon moment exceptionnel, bah, le prix, ça a un peu moins d'importance, parce que c'est des émotions, et ça n'a pas de prix, non ? Donc, l'idée, c'est vraiment de, justement, aussi tenir compte de tous ces facteurs intangibles. Peut-être vous avez déjà bu une bouteille de votre année de naissance. C'est assez génial. C'est quand même la photographie de la météo dans un lieu dit de quand ça a été fait avec l'année où vous êtes né. Donc ça, c'est génial. Bon, j'ai pas de bol. Je suis en mauvais millésime, donc je peux pas trop m'amuser à boire des grands Bordeaux comme ça. Mais du coup, je trouve des pépites dans des autres régions. C'est chouette aussi. Donc il y a toujours de quoi faire avec le vin. Donc on peut pas blâmer un collectionneur s'il lui manque une année précise dans sa collection. De payer un peu plus cher pour une bouteille de vin. Il y a beaucoup plus que juste le fait d'avoir cette bouteille. Donc l'idée, c'est vraiment que pour vous, en ayant du plaisir à boire les vins qu'on fait, j'espère en tout cas, c'est que aussi nous on cherche à faire ça au mieux. C'est vraiment une sorte de produit de luxe le vin. On n'en a pas besoin, comme les pommes de terre, pour vivre. Donc on va essayer d'assurer la pérennité de l'environnement, faire du bien à la planète si on peut, et que vous ayez du plaisir avec le vin. Et n'oubliez pas que c'est un peu comme de la musique. Un vigneron, il passe du temps à faire un vin, que ce soit de la patience, de la précision. C'est plus d'une année de la vigne jusqu'à la mise en bouteille. Et c'est pour que vous passiez un bon moment que vous la débouchez. Un petit peu comme une musique qui vous fait vibrer. Bah, le vin, petit à petit, vous allez apprendre les détails. J'espère qu'aujourd'hui, ça vous aura aidé. Qui vont vous faire l'apprécier un petit peu plus. Et comme une musique liquide, ça peut vous faire vibrer. Apprenez à l'écouter. Faites-vous plaisir en bonne compagnie autour du vin. C'est vraiment pour ça qu'on le fait. Merci beaucoup.